Voilà, alors une chose est sûre, c'est que tous les secteurs n'ont pas traversé l'année 2023 de la même manière. Certains ont pris très cher, comme le secteur du BTP, d'autres un bilan un peu plus mitigé, comme celui du tourisme. Alors avant de faire le point secteur par secteur, on va regarder un reportage de présentation générale. Après un démarrage à toute allure en janvier, les entreprises martiniquaises connaissent un fort ralentissement, voire un temps de pause dans leur activité. Parmi les pistes qui pourraient expliquer ce phénomène, les observateurs parlent d'un essoufflement de l'euphorie post-Covid. Les secteurs liés à la consommation sont les premiers impactés. Il y a deux secteurs qui souffrent beaucoup, c'est tout ce qui touche à l'immobilier, en particulier le BTP, et puis tout ce qui touche à la consommation, je dirais, du divertissement, donc l'hôtellerie et la restauration. Voilà deux secteurs qui voient à la fois leur croissance diminuer, leur activité diminuer. En plus de leur baisse d'activité, ces mêmes secteurs sont confrontés à la pénurie de main-d'œuvre. Dans le BTP, cela impacte les délais d'exécution des chantiers et par ricochet leur rentabilité. Tout cela cumulé avec des factures impayées, des donneurs d'ordre publics et les professionnels du secteur parlent de catastrophe économique. Le secteur du tourisme, quant à lui, s'en sort plutôt bien. Le CMT parle d'une progression de plus 4,3% sur l'année 2023 par rapport à 2022 et de plus 0,6% par rapport à 2019, qui reste l'année de référence. Un bilan positif qui n'était pas encore validé pendant les grandes vacances. En juillet-août, les hôteliers ont pointé du doigt des taux de réservation très bas. Les perspectives 2024 sont mitigées, surtout qu'elles sont liées en partie à l'évolution du coût des billets d'avion. Les perspectives d'avenir, à mon avis, sont plutôt orientées de manière positive, à la fois en lien avec la baisse de l'inflation, parce que l'inflation s'est calmée et on va probablement assister à une baisse de l'inflation. Dans le BTP, je pense que les grands travaux qui vont sortir, notamment les grands travaux de la CTM, vont probablement rebooster un peu les choses. Et puis, tout ce qui va toucher à la consommation va repartir. Après une pause des Martiniquais, on va retrouver probablement dans la consommation, je dirais la consommation classique, consommation alimentaire, vestimentaire, des taux qui étaient comparables à ceux de 2019. L'année 2023 a été la première sans aucune restriction sanitaire depuis le Covid. Ce sera désormais la référence pour évaluer la prise sanitaire. L'année 2024 devrait être beaucoup plus favorable pour le secteur du BTP, de grands chantiers évalués à plus d'1 milliard 472 millions d'euros qui sont annoncés par la CTM. Voilà, après ce reportage, est-ce que vous pouvez deviner par quel secteur on va commencer? Table ronde. Eh oui, le BTP. C'est Bruno Fabre, président du groupe Athéna, qui va nous faire le bilan, mais il va également parler de perspectives. Bruno Fabre qui peut nous faire une présentation avec beaucoup de recul, puisque son groupe évolue dans la distribution, la construction et l'immobilier. Bruno Fabre, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, Madame la Présidente, Madame la Sénatrice. Écoutez, votre reportage est assez éloquent. En fait, effectivement, le BTP traverse une crise assez grave. Je vais essayer de vous faire un bilan qui n'est pas très bon et me concentrer aussi sur les solutions, si vous voulez bien, et sur nos propositions. Donc, le bilan du secteur du BTP, on peut distinguer deux périodes bien différentes. Vous aviez la période qui partait de 98 à 2008, où là, ce sont des très belles années pour le BTP. 2008, pourquoi? Parce que ce secteur était porté par un système de défiscalisation dans le logement libre et le logement intermédiaire. En 2008, on remet en cause, ce système est remis en cause, et là, le BTP a 30% de son activité et commence une longue période lente de descente jusqu'à aujourd'hui où le secteur du BTP a été réduit de moitié. Voilà. Nos amis de la Guadeloupe, eux, ont résisté un peu mieux parce qu'ils ont baissé de 25% seulement. La Guyane, elle, est portée par une démographie beaucoup plus forte et aujourd'hui se maintient. Et la Réunion a pu, elle, compenser cette baisse avec deux chantiers notamment qui font d'1 milliard, 1 milliard pour la route des Tamarins et 1 milliard pour la route du littoral.
Donc la situation du BTP est celle-là. En logement, pareil. On faisait à peu près 3500 logements. On n'en fait plus que 2000 à 2300. On a perdu 40% de logements. En emploi, à peu près la même chose. On a perdu 40% de nos emplois. On avait 12 000 emplois dans le BTP. On est à 7 800 aujourd'hui. 3 raisons. La commande publique qui est relativement faible. La deuxième raison, le logement privé qui est en grande difficulté. Pour votre information, aujourd'hui, si on a interrogé les constructeurs de maisons individuelles, en 2023, à ce jour, par rapport à 2022, leur baisse est de plus de 50%. Donc cette crise immobilière, d'ailleurs, elle touche naturellement la métropole, mais elle nous touche fortement. Et enfin, un logement social qui, lui, a été trop faible. Pour vous donner une idée, les derniers chiffres, sur les 4 dernières années du logement social, vous avez 380 en moyenne logements construits par an pour 10 000 demandes aujourd'hui de logement. C'est-à-dire qu'à ce rythme-là, on en a pour 25 années pour remplir la demande. Donc ce sont les 3 leviers du BTP qui sont à l'arrêt ou très faibles. Le constat est celui-là, c'est factuel. Mais il y a une nouvelle donne qui, celle-là, va compliquer fortement les choses. Il faut que les pouvoirs publics prennent toute la mesure de cette nouvelle donne. C'est qu'aujourd'hui, il y a 2 éléments. Le coût du crédit. Donc aujourd'hui, vous avez dû vous en apercevoir, mais les taux sont repartis à la hausse très fortement. Donc si vous mettez à la place d'un jeune couple martiniquais qui veut acheter un logement, eh bien, les taux qu'il pouvait avoir à 2% hier, aujourd'hui, c'est 4 ou 5%. Ce n'est pas le même plan de financement. Et aujourd'hui, on assiste à des refus de prêts très nombreux. Et le deuxième élément, celui-là, vous l'avez vécu aussi, c'est cette inflation très forte qu'on n'a pas connue depuis 20 ans. Augmentation du coût des matières premières, augmentation du coût de l'énergie, augmentation donc du coût des matériaux, et augmentation de la main-d'œuvre. Ça fait qu'un coût de construction aujourd'hui, le chiffre qu'il faut retenir, 15%. Donc aujourd'hui, un logement, qu'il soit un appartement, une maison ou autre, coûte 15% plus cher qu'avant Covid. Plus un coût de crédit qui a été doublé. Un secteur qui était déjà en grande difficulté. Ce sont les chiffres. Donc, quelles solutions? Quelles sont nos propositions? Le premier levier, la relance de la commande publique. Donc, on a entendu Monsieur le Président du Conseil exécutif. Donc, effectivement, on accueille favorablement les annonces du Président, des niveaux d'investissement de 400 millions d'euros par an pendant 4 ans. C'est certain que ça va changer les choses avec des projets qui étaient déjà fléchés depuis longtemps, comme le confortement des bâtiments publics, comme l'échangeur de Montgauvulsin, comme la liaison Brassy-Lorraine-Carrère, voilà, il y a un certain nombre de projets qui vont en plus décongestionner la Martinique. Ça, c'est une très bonne chose. Mais nous, entreprises du bâtiment, l'enjeu majeur, c'est de réaliser ce projet. Si vous voulez, on a beaucoup de prévisions, c'est de le réaliser et de le prioriser. Donc, notre demande, c'est véritablement que toutes les entreprises soient associées complètement à la réalisation de ce plan. C'est les entreprises sur le terrain qui connaissent les freins, qui connaissent les difficultés, qui voient les leviers de développement. Il faut qu'on soit associés. Donc, on souhaiterait une création d'un comité de pilotage qui soit opérationnel, qui puisse donc avoir en son sein donc, les différentes fédérations du BTP, les bureaux d'études en ingénierie, infrastructure, en environnement, les architectes et naturellement les entreprises. Voilà, on aurait 2 missions, effectivement, lever les freins sur le terrain et deuxième chose, suivre le planning et accompagner ce planning. Voilà. Dans le logement social, c'est pareil. Le logement social, on a rencontré hier un des bailleurs sociaux, Ozanam, et ils ont les fonds, ils ont les projets, mais ils ne trouvent plus les entreprises pour réaliser leurs travaux. Et on a vu tout à l'heure qu'ils ne produisaient que 380 logements sociaux par an.
Donc, même chose, ce qu'il faut, c'est que les entreprises soient totalement associées à la mise en œuvre de ces plans opérationnels pour qu'on puisse effectivement relancer la chose. Pour vous donner une idée, un bailleur social comme Ozanam, sur ces 11 000, il y a à peu près 30 000 logements sociaux à la Martinique. Sur les 11 000 logements qu'il a aujourd'hui, 6 000 d'entre eux doivent être rénovés ou confortés en parasismique. 6 000, c'est-à-dire près de 60% de leur parc. C'est juste énorme. Donc les travaux sont là, le marché est là, mais on ne sait pas réaliser. Donc il faut que les entreprises et les bailleurs sociaux soient effectivement ensemble. Et c'est le cas aujourd'hui. J'ai l'impression que globalement, il y a une prise de conscience véritable qu'on doit être associé à ces plans opérationnels. Troisième point, les propositions du MEDEF. Alors là, écoutez, nous, on a 4 propositions à faire. La première, relancer la rénovation en ouvrant la défiscalisation dans la rénovation de son logement. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un dispositif qui existe aujourd'hui. Si votre maison, si elle a plus de 20 ans, vous pouvez défiscaliser vos dépenses de rénovation, de réhabilitation. Voilà. Ce qu'on demande, donc le véhicule fiscal existe, les choses sont déjà là. On demande simplement que cette condition de 20 ans soit ramenée à 10 ans. Si c'est le cas, ça ouvre la moitié des logements à la Martinique. On estime que cette mesure pourrait créer 100 millions d'euros de travaux et 1000 emplois. 1000 emplois, c'est considérable quand on voit les... Voilà, et 100 millions d'euros de travaux. Ça ferait travailler quel type d'emploi et quel type d'entreprise? C'est une multitude de petites entreprises. Quand on fait de la rénovation, c'est le carreleur, c'est le plombier, c'est le peintre, c'est le maçon. Ce sont ces gens-là qui travaillent. Et donc aujourd'hui, on referait partir le BTP, en tout cas la rénovation, de façon importante. Deuxième proposition, relancer la construction, encore une fois, en ouvrant la défiscalisation dans le logement là intermédiaire. Le logement intermédiaire, c'est borné au prix au mètre carré, aux ressources. Et aujourd'hui, mettez-vous encore à la place du couple martiniquais qui a un projet de vie, qui a envie d'avoir effectivement d'accéder à la propriété, qui a envie d'investir dans un logement. Aujourd'hui, avec son coût de crédit et le coût de l'investissement qui a augmenté de 15%, ça ne passe plus. Il ne peut plus faire son prêt. Et aujourd'hui, il est exclu de cette possibilité-là. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de remettre cette loi qui existait jusqu'en 2012, la refaire, effectivement, la remettre d'actualité. On considère qu'on pourrait créer 150 millions d'euros d'activité et 1000 emplois. La troisième proposition est plus technique. Elle concerne les promoteurs, mais sans les promoteurs investisseurs, il n'y a pas de logement non plus. Aujourd'hui, avec la nouvelle donne dont on a parlé, coût du crédit et coût d'investissement majoré, ils ne sortent plus de projet, ils ont tout arrêté. Ça fait aujourd'hui 4-5 mois et les promoteurs ne sortent plus de projet. Aujourd'hui, si on veut il y aurait la possibilité de leur exonérer en taxe foncière pendant 20 ans et une TVA ramenée à 2,10, et ça permettrait de faire passer leur plan de financement et on pourrait à nouveau construire ici à la Martinique. Enfin, une proposition qui est en cours d'étude pour encourager la défiscalisation dans le domaine dans la construction des nouvelles structures hôtelières et la rénovation du parc hôtelier, et surtout ne pas interrompre le dispositif qui existait en matière de location en meublé. Voilà, celui-là, il faut effectivement essayer de le défendre parce qu'il avait vraiment une grande utilité. Aujourd'hui, pour l'attractivité de notre pays, il vaut mieux effectivement accueillir les touristes dans des immeubles rénovés. Voilà, pour cela, on aura besoin d'un soutien politique très fort. Je connais la force de conviction de Madame la sénatrice. J'espère qu'elle pourra nous soutenir sur ces propositions-là. Voilà, deux messages positifs pour conclure. À destination des jeunes. Aujourd'hui, on vous l'a dit, on ne trouve pas de jeunes, on ne trouve pas d'emploi, on ne trouve pas d'entreprise. C'est une réalité. C'est assez contradictoire, mais non, pas du tout. Pendant 15 ans, ce secteur a vécu de difficultés. Donc, effectivement, c'est un message pas très positif qu'on a passé pendant 15 ans.
Et les jeunes n'ont pas été forcément attirés par ce secteur d'activité, alors que les besoins sont énormes. Ce sont des très beaux métiers. Donc, premier message pour les jeunes étudiants, écoutez, reprenez le chemin du CFA bâtiment de Ducos, qui avait 800 les élèves avant et qui n'a plus que 300 aujourd'hui. Rejoignez cette formation, c'est des formations de qualité, ce sont de très beaux métiers, ils sont manuels pour certains, mais ils sont aujourd'hui très professionnalisés, et vous trouverez un emploi stable, périn et bien rémunéré. Ça, c'est pour les étudiants. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui ont déjà une expérience, écoutez, moi, je voudrais vous dire, ceux qui veulent lancer leur projet, le marché de la rénovation est considérable. Quelqu'un qui veut lancer une entreprise de rénovation aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure, il y a 50% du parc à rénover. En plus, ce ne sont pas des mises de fonds très importantes à faire pour le départ, donc c'est quand même accessible à un grand nombre, enfin, en tout cas, à des gens qui ont déjà de l'expérience. Donc, je les invite vraiment à le faire et je voudrais mettre à l'honneur, il y en a deux ici que nous avons, qui sont avec nous, deux jeunes entrepreneurs. Je voudrais les mettre à l'honneur, Ingrid Zoror, qui est peut-être là. S'ils peuvent se lever. Voilà, Ingrid Zoror et Valentin Lacroix. Voilà. Merci. Ingrid a fait un retour au pays juste avant le Covid. Ingrid a 33 ans. Elle a passé 10 années en métropole. Elle a été brillamment conductrice de travaux, directrice de travaux, et a monté son entreprise récemment, enfin il y a un an. La première année, elle a un peu galéré, je crois. Mais maintenant, ça y est, c'est parti. Elle a une entreprise de rénovation et de construction, d'ailleurs, qui s'appelle Elle rénove, elle construit. Voilà. Et donc, elle est lancée, et si vous voulez en fait discuter avec elle tout à l'heure de son parcours, formidable. Voilà, et donc ça veut dire que ça fonctionne. Merci Ingrid. Et Valentin, c'est le président fondateur de Emerwall. Donc Valentin a créé cette entreprise avec ils sont quatre, vous étiez quatre au départ, 4 ingénieurs martiniquais qui ont créé une entreprise innovante dans le secteur de la construction. Ils fabriquent des panneaux isolants à partir de bagasse récupérés sur 2 distilleries, je crois. Voilà. Et donc, à l'heure de la transition énergétique, ils sont 4 salariés. Voilà. Ils vous montrent l'outil. Voilà. Voilà. Donc, je crois qu'il faut encourager ces initiatives. Je vous remercie. Merci. Merci à vous, Bruno Fabre, pour ces mises à l'honneur qui témoignent que les retours au pays sont possibles.